Pendant que la Luftwaffe rassemble ses forces pour envahir la Russie, en Orient, les forces aériennes japonaises préparent elles aussi une opération de grande envergure. L'aviation militaire nippone a grandi au même rythme que le développement industriel du pays. Les technologies occidentales ont été copiées et ont permis la naissance d'une industrie nationale. Les Japonais apprennent vite. Dès 1932, ils créent plusieurs bureaux d'études aéronautiques, dont les ingénieurs conçoivent les avions que le Japon emploiera avec une efficacité redoutable pendant la Seconde Guerre mondiale. Le bombardier Mitsubishi Type 96 est un bon exemple de réussite japonaise. En août 1937, la marine utilise ce bimoteur moderne pour bombarder des objectifs en Chine après avoir survolé 2000 km d'océan. Une mission à la portée d'aucun autre bombardier de l'époque. Comme son allié de l'Axe, l'Allemagne, le Japon se lance dans la modernisation de sa flotte d'avions exactement au bon moment. C'est entre 1935 et 1938 que les militaires établissent les spécifications de la plupart des appareils qu'ils vont utiliser contre les puissances occidentales. Ils veulent en effet des performances très précises. La marine souhaite avant tout des chasseurs maniables et à long rayon d'action. De même pour les bombardiers, ce qui compte le plus, c'est le rayon d'action et la capacité d'emport. La vitesse est certes importante, mais passe après les autres spécifications. Le bombardier en piqué Aichi D3A effectue son premier vol en 1938. Son nom de code pour les Alliés est le Val. C'est un monoplan à aile basse de construction métallique doté d'un moteur en étoile de 840 chevaux. Sa vitesse maximale est de 385 km/h et son rayon d'action atteint 1450 km. Le Val n'a rien à envier à son équivalent américain, le bombardier en piqué Douglas SBD Dauntless. Celui-ci vole pour la première fois le 1er mai 1940, plus de 2 ans après le Val. Les deux appareils sont agréables à piloter et faciles à entretenir. Le Mitsubishi G4M1 décolle pour la première fois le 23 octobre 1939. C'est avec ce bombardier moyen que les Japonais commencent la guerre et qu'ils la finiront. Un avion élégant, animé par 2 moteurs en étoile de 1500 chevaux. Sa vitesse maximale est de 430 km/h et son autonomie est stupéfiante, 5240 km. Son homologue américain est le North American B-25 Mitchell. Plus lourd et plus rapide, il emporte aussi plus de bombes, mais sur des distances plus courtes. Avec 1,5 tonne de bombes à bord, son rayon d'action ne dépasse pas 2400 km. En revanche, il dispose d'un armement défensif supérieur et d'un meilleur blindage que le Betty, et son autonomie, bien qu'inférieure, est suffisante pour les campagnes d'île en île auxquelles il participe. Le plus célèbre des chasseurs japonais est le fameux Zero, le Mitsubishi A6M. C'est l'avion dont la construction sera la plus élevée et il restera en service plus longtemps que tous les autres appareils militaires nippons. Les Zero qui attaqueront Pearl Harbor ont une vitesse maximale de 530 km/h et ne pèsent que 2400 kg à pleine charge. Les pilotes alliés seront sidérés par son agilité. Au début de la guerre, il n'est pas rare de voir les pilotes japonais exhiber leur savoir-faire en effectuant des figures de voltige pendant les combats aériens. Un des adversaires les plus courants du Zero au début du conflit est le Curtiss P-40 Warhawk. Il est plus lourd que le Zero, mais un peu plus rapide et beaucoup plus solide.
Les Américains disposent aussi du Grumman F-4F Wildcat. Il est un peu plus lourd que son adversaire japonais, presque aussi rapide mais moins agile. Par contre, il est extrêmement robuste. Les pilotes des forces américaines apprendront vite qu'il est suicidaire d'affronter un Zéro en combat aérien. Avec leur P-40 et leur Wildcat, ils mettront alors au point des tactiques qui leur permettront de déchiqueter les fragiles Zéros avec leurs mitrailleuses lourdes de 12-7. Sur le plan stratégique, les militaires japonais optent pour une petite force aérienne économique, mais menée par des pilotes hors pair. Mais l'excellence de ces équipages a un coût humain très élevé, à l'entraînement comme au combat. L'entraînement militaire japonais est basé sur un processus brutal de déshumanisation. Une formation qui change les recrues d'abord en automates, puis en tueurs. L'ennemi est à leurs yeux une race inférieure, à qui on peut donc infliger les pires traitements, y compris le génocide. L'entraînement dans les forces aériennes est tout aussi sévère, d'où un groupe d'élite réduit au minimum, constitué de pilotes aguerris aux qualités exceptionnelles, mais difficiles à remplacer. Pendant les années précédant la guerre, le taux d'échec des élèves pilotes est tellement élevé que les écoles n'en forment chaque année que quelques centaines. Le système interdit par ailleurs toute initiative personnelle, ce qui sera un facteur déterminant plus tard quand la perte du chef d'escadrille dans un combat aérien sèmera le désarroi au sein de toute l'unité. Les officiers supérieurs nippons sont persuadés pouvoir économiser sur leurs forces aériennes parce qu'ils garderont toujours le contrôle de l'étendue des combats. Mais comme l'Allemagne, ils apprendront à leurs dépens que rien n'est plus onéreux qu'une force aérienne chichement dotée. Le Japon n'a que 2 ans de réserve de pétrole. Il ne peut pas se permettre de laisser ses stocks baisser au-dessous de ce niveau sous peine d'affaiblir gravement ses forces navales. Tokyo décide donc d'agir. Le gouvernement français de Vichy a déjà laissé les Japonais s'emparer de l'Indochine. Mais le Japon veut aussi le Siam, les Indes néerlandaises, la Birmanie, les Philippines et un cordon d'îles dans le Pacifique s'étendant des Aléoutiennes au nord jusqu'aux Salomons au sud. Un tel empire garantira au Japon son approvisionnement en pétrole. Une fois ces sources d'énergie assurées, la flotte japonaise pourra défendre le nouvel empire jusqu'au moment où la Grande-Bretagne et les États-Unis seront prêts à négocier la paix. Au début, la marine impériale nippone manque d'esprit offensif. Les simulations stratégiques consistent essentiellement à attirer la flotte américaine dans les eaux territoriales japonaises, puis à l'affaiblir en l'attaquant avec des sous-marins. Ensuite, l'apothéose sera une démonstration de puissance navale au cours de laquelle les cuirassés du soleil levant couleront l'ennemi. À l'opposé, l'armée de terre japonaise a soif de conquête, notamment en Chine. Dès 1937, elle s'engage de plus en plus lourdement dans une guerre contre les Chinois. Sa puissance se confirme lorsque le général Tojo Hideki est nommé Premier ministre en octobre 1941. Peu à peu, la timidité de la marine s'efface devant les rivalités et ambitions contradictoires des trois armes. Et elle finit, elle aussi, par vouloir sa guerre, qui lui permettra d'aller vers le sud pour déposséder les puissances coloniales occidentales des territoires qu'elles occupent. L'amiral Yamamoto Isoroku, un des grands stratèges de la marine impériale, n'est pas un va-t-en-guerre. Il est convaincu que le Japon ne peut l'emporter face aux puissances anglo-saxonnes. Mais il croit aussi que l'heure est venue pour l'Empire du Soleil Levant de conquérir le leadership en Asie.
Après la Première Guerre mondiale, il a mené campagne pour faire construire des porte-avions et équiper la marine des meilleurs avions. Et il a réussi à obtenir, en plus des escadres traditionnelles de cuirassés, la constitution d'une flotte séparée de porte-avions. Il est persuadé que si la guerre doit avoir lieu, il faut la déclencher en lançant une attaque surprise sur la flotte américaine basée à Pearl Harbor. Il manœuvre donc pour être nommé à la tête de cette opération et commence à rassembler les navires, les avions et les officiers qu'elle nécessite. Il n'est pas partisan d'un débarquement. Pour lui, les porte-avions, les cuirassés et les croiseurs américains sont les objectifs prioritaires. Une fois la flotte détruite, le flanc de l'expansion nippone vers le sud-est sera protégé pendant un bon moment. Le 26 novembre 1941, l'escadre de porte-avions appareille de la baie d'Itakapu, dans les Kuriles. Le commandant de la flotte, l'amiral Nagumo Shuichi, n'a aucune expérience des opérations aéronavales. Il était opposé à une attaque sur Pearl Harbor et il s'inquiète de voir la marine sacrifier 20 années de préparation pour tout risquer sur une seule attaque. Mais ses pilotes brûlent d'impatience. Ils ont tous derrière eux une moyenne de 800 heures de vol, une expérience exceptionnelle à l'époque. L'escadre comprend 31 navires. 6 sont des porte-avions, auxquels s'ajoutent 2 cuirassés et 3 croiseurs. Le reste de la flotte est constitué de destroyers et de pétroliers. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. À Washington, le président Roosevelt et ses conseillers s'attendent à la guerre. Mais ils pensent que l'offensive aura lieu sur les Philippines et la Malaisie. Cannot be asked to close his mind or to close his conscience. Durant l'été 1940, le chiffre diplomatique des Japonais a été décodé. Mais il faut un certain délai entre le déchiffrage et la traduction en anglais. Chez les militaires, la routine a ensommeillé tous les échelons. À Hawaï, la vie est facile, surtout pendant les week-ends. Personne n'imagine une seconde que les Japonais puissent attaquer Pearl Harbor. La veille de l'offensive, les objectifs les plus prisés des Japonais, les porte-avions Enterprise et Lexington, prennent le large, emmenant avec eux le fer de lance de l'US Navy. L'ordre d'attaquer est donné à l'escadre japonaise le 7 décembre 1941. L'amiral Nagumo se trouve alors à 320 km au nord d'Oahu. À 6 heures du matin, le 7 décembre, la force d'attaque numéro 1 japonaise, soit 183 avions, commence à décoller. « 39 chasseurs restent au-dessus des porte-avions pour la défense de la flotte. « 42 autres sont chargés d'assurer la supériorité aérienne et le mitraillage d'objectifs éventuels. L'attaque est portée par 52 bombardiers en piqué à échival, complétés par 89 Nakajima B-5N Kate. Le Kate est à l'époque de loin le plus moderne des avions lance-torpilles. C'est un monoplan à aile basse de construction métallique, bien profilé, à l'allure puissante, un véritable sabre de samouraï des airs. À 6h45, les stations radars américaines ont toutes repéré des cibles à 230 km d'Oahu, filant vers le sud. Mais les messages d'alerte ne sont pas pris en compte. Ce ne peuvent être que des appareils américains qui rentrent ou une formation de B-17 attendue ce matin-là. Sur la base de Wheeler, l'US Army a aligné ses avions en rangée parfaite pour parer au sabotage, une cible de choix pour les bombardiers Val. Les avions torpilleurs Kate concentrent leurs frappes sur le quai des cuirassés en venant de l'est.
Une seconde vague de Kate arrive de l'ouest au même moment pour coordonner l'attaque sur les cuirassés et les croiseurs. Les Zéros mitraillent tout ce qu'ils trouvent. La confusion au sol se transforme en vague de terreur. Un message radio est envoyé. Raid aérien sur Pearl Harbor. Ceci n'est pas un exercice. Les B-17 qu'on attendait arrivent eux aussi. Les Zéros les engagent, en abattent un et en endommagent 3 autres. Arrivent ensuite 49 bombardiers, chacun armé d'une bombe de 800 kg. Ils touchent avec précision les cuirassés Arizona, West Virginia, Tennessee, California et Maryland. Les bombardiers en piqué continuent d'attaquer les hangars et les autres bâtiments. Les Zéros mitraillent les avions en stationnement. Un seul Zéro est abattu par les batteries antiaériennes. La 47e escadrille de chasse américaine n'a pas encore été frappée. À 8h15, 5 jeunes lieutenants-pilotes décollent pour une série de sorties qui vont durer jusqu'à 10 heures. Ils se posent, refont le plein, montent dans le premier avion qu'ils trouvent, des Curtiss P-40 ou des P-36, et ils n'ont aucun problème à trouver l'adversaire. À 8h50, la seconde force d'attaque entre en scène, arrivant par le côté est d'Oahu, pour virer sur les mêmes cibles. 78 Val répètent la même attaque sur les navires de Fort Island et Pearl Harbor. Les dégâts sont énormes. 5 cuirassés sont coulés, dont 2 irrécupérables, même dans les eaux peu profondes de Pearl Harbor. 3 autres cuirassés, 3 croiseurs et 3 destroyers sont gravement endommagés. Le nombre des victimes est impressionnant, 2403 hommes tués et 1178 blessés. De leur côté, les Japonais recensent leurs pertes. 39 avions abattus, 5 sous-marins miniatures et 1 sous-marin d'escadre perdu. L'amiral Nagumo choisit de se retirer, satisfait des dommages causés à l'adversaire et peu désireux d'exposer sa flotte à une contre-attaque. Tactiquement, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor a été une brillante manœuvre militaire, préparée avec soin, exécutée à la perfection. Elle a atteint pratiquement tout ce qu'il était possible d'espérer, mais elle ne pouvait savoir que les porte-avions américains ne seraient pas là. Elle a aussi masqué l'immense offensive lancée vers le sud. Mais sur le plan stratégique, cette attaque sera fatale à l'Empire japonais. Elle l'a embarqué dans une guerre qu'il ne peut espérer gagner. Aux États-Unis, l'agression métamorphose le pays. Elle met un terme aux tergiversations sur l'entrée dans la guerre. Elle fait taire les isolationnistes et les membres de America First, l'Amérique avant tout, qui veulent à tout prix empêcher le pays de se lancer dans le conflit. I say we must act now. Beaucoup plus loin, aux confins orientaux du Pacifique, les Japonais se préparent à lancer une autre offensive qui doit coïncider avec l'attaque sur Pearl Harbor. La force d'attaque qui se constitue sur l'île de Formose comprend une grande variété d'avions, notamment des G-3M Nell, des G-4M Betty, des KI-21 Sally et bien sûr des Zéros. Et au matin du 8 décembre 1941, les appareils nippons décollent pour attaquer les Philippines.
L'une quelconque de ces attaques aurait dû susciter la riposte immédiate du général MacArthur. Mais ce ne sera pas le cas. Les formations de bombardiers et de chasseurs japonais arrivent sur la base de Clark juste au moment où un énorme rassemblement d'appareils américains est en train de refaire le plein. Les aviateurs nippons qui s'attendaient à une opposition féroce n'en croient pas leur chance. L'attaque se déroule aussi facilement qu'à Pearl Harbor. Toute la journée, les Japonais attaquent sans relâche. Au soir, la force aérienne américaine d'Extrême-Orient est à genoux. Elle a perdu 60 chasseurs. 12 B-17 ont été détruits et 2 endommagés. Et 30 autres appareils ont été éliminés. Le moral des forces américaines est déjà durement touché quand l'ennemi lance des attaques sur les stations radars et les centres de communication. On dénombre quelques rares victoires individuelles américaines dans les jours qui suivent, mais pas suffisamment pour arrêter les Japonais. Le 16 décembre, on décide d'envoyer les B-17 restants vers l'Australie afin de les préserver. Le 31 décembre, les derniers pilotes américains sont évacués. Ils n'ont plus d'avions pour se battre. Le Japon a réussi à imposer une suprématie aérienne totale. Ses forces navales et terrestres peuvent maintenant avancer. Pendant les mois précédant la guerre, le général MacArthur avait claironné qu'il défendrait tout l'archipel des Philippines et écraserait la moindre tentative de débarquement sur les plages. Il commande alors une force de 120 000 hommes, mais pour l'essentiel des milices sans entraînement et insuffisamment armés. Les Japonais débarquent 107 000 hommes de leur 14e armée en 3 points différents. Et les dures réalités du combat contre des forces ennemies mieux préparées obligent MacArthur à changer ses plans de défense. Les troupes américaines et philippines se retirent pour défendre Bataan. Bataan est une péninsule de 40 km de long sur 30 km de large. L'île fortifiée de Corregidor sert de poste de commandement. MacArthur espère l'arrivée immédiate d'une expédition américaine de renfort. Il a accumulé des réserves de nourriture, des stocks de munitions et des installations sanitaires pour tenir 6 mois. Plus de 100 000 personnes sont bloquées dans le petit réduit. La péninsule est de plus infestée de paludisme et les armées des 2 camps sont rapidement contaminées. Les Japonais sont plus mal en point que les Américains. Leur organisation médicale restera toujours rudimentaire. Et pourtant, ils ne cessent de remporter des victoires. Les défenseurs de Bataan tiennent jusqu'au 9 avril 1942. Ils ne savent pas que les forces ennemies sont épuisées et qu'elles n'auraient sans doute pas résisté à une contre-attaque. Certains jours, la forteresse de Corregidor reçoit jusqu'à 16 000 obus. Elle capitule finalement le 6 mai 1942. Le général MacArthur n'est plus là. On lui a ordonné de se replier sur l'Australie. C'est son successeur à Corregidor, le général Jonathan Wainwright, qui doit signer la capitulation générale de toutes les Philippines. 30 000 soldats américains et 100 000 Philippins déposent les armes. De toute son histoire, l'Amérique n'a jamais connu défaite plus humiliante. L'aviation britannique en Malaisie n'est pas de taille et est rapidement balayée. Les
les bombardiers japonais à haute altitude attaquent sans relâche la forteresse de Singapour, pendant que les bombardiers en piqué empêchent toute riposte anglaise. Les terrains d'aviation britanniques ne manquent pas dans la péninsule malaise. Mais il n'y a pas beaucoup d'avions, et ceux qui sont disponibles, à part une poignée de Hurricanes, sont totalement inadaptés. Les Japonais submergent la Malaisie en contournant les barrages britanniques et utilisent l'aviation pour éliminer les points de résistance trop solides. Petit à petit, ils se forgent une réputation d'invincibilité. Le 15 février 1942, les 70 000 hommes de la garnison de Singapour se rendent. C'est la plus grande défaite de toute l'histoire britannique. L'Empire du Soleil Levant triomphe. Il n'a engagé que 35 000 hommes, dont près d'un tiers ont été tués ou blessés. La poussée japonaise dans tout le sud-est asiatique va se dérouler selon le même scénario. Élimination rapide de l'aviation ennemie suivie d'une irrésistible poussée des forces terrestres. Le 20 mai 1942, le Japon est maître des Philippines, de la Malaisie, des Indes néerlandaises et de la Birmanie. Il a conquis les îles de Wake, Guam, ainsi qu'une myriade de petites îles dans le Pacifique. L'Empire s'est agrandi de près de 52 millions de kilomètres carrés. Yamamoto a effectué son offensive à un rythme effréné, bien plus rapidement que ses prévisions les plus optimistes. Le pays s'installe dans une nonchalante euphorie que les plus clairvoyants d'entre les Japonais surnomment la maladie de la victoire. L'effet est similaire au vertige qui a saisi les conquérants allemands après leur victoire éclair sur le front ouest. On perd du temps. Les dirigeants à tous les échelons s'intéressent plus aux honneurs et aux fêtes qu'à la prochaine victoire. Pendant les 6 premiers mois de 1942, l'action des forces aériennes alliées peut se résumer à 2 opérations totalement déconnectées. La première est lancée en Chine par les célèbres Flying Tigers, les tigres volants du général Claire Chennault. C'est un groupe de volontaires américains qui a été ainsi surnommé. Il passe à l'action le 20 décembre 1941 et inflige de sérieuses pertes aux bombardiers japonais qui tentent de bombarder Kunming. Les Tigres sont équipés de Curtiss P-40, déjà démodés. Les pilotes sont des volontaires détachés de leurs unités régulières dans les forces américaines. Pour battre les Japonais, ils appliquent les tactiques de Claire Chennault et s'appuient sur un système d'alerte rudimentaire mais très efficace. Chennault est un ex-as de la chasse rattaché à l'armée de terre. Il en a été renvoyé parce qu'il cherchait à imposer des idées qui allaient à l'encontre des théories en vogue. C'est un sage à la manière japonaise. Il a entraîné sans relâche ses pilotes à suivre en toutes circonstances une tactique de fonctionnement par paire, avec des frappes surprises. Une méthode qui exploite les avantages du P-40 en vitesse horizontale et sa supériorité en piqué. Les P-40 sont des machines robustes. Avec leur grande puissance de feu, ils peuvent facilement mettre en pièces les fragiles bombardiers japonais. Chennault et ses hommes fouettent ainsi le moral des Alliés au plus bas, à force de n'entendre que des mauvaises nouvelles sur tous les fronts. Le 4 juillet 1942, le groupe de volontaires américains est dissous et les pilotes regagnent les unités régulières des forces aériennes américaines.
Ils arrivent précédés d'une solide réputation, celle de savoir piloter, se battre et gagner. Le 18 avril 1942, une autre action très différente de celle des Tigres volants va marquer le cours de la guerre. Une opération menée par le lieutenant-colonel James Doolittle. Doolittle lance une opération insensée, au risque de faire perdre le précieux porte-avions Hornet. Il décide d'envoyer 16 appareils B-25 Mitchell modifiés bombarder le Japon. Les avions doivent parcourir 1000 km pour aller frapper des objectifs à Kobe, Osaka, Nagoya, Tokyo et Yokohama. Doolittle sait fort bien que ce n'est qu'un raid symbolique. Chaque B-25 n'emporte que 3 bombes de 250 kg et une bombe incendiaire à fragmentation de 250 kg elle aussi. Il s'agit avant tout de secouer le moral du Japon et du même coup de regonfler celui de l'Amérique. Le raid prend l'ennemi totalement par surprise. Aucun B-25 n'est abattu, mais aucun ne reviendra. 15 équipages doivent ou bien sauter ou bien se poser en catastrophe. Un avion arrive jusqu'à Vladivostok où les Russes saisissent l'appareil et emprisonnent l'équipage. 3 hommes se tuent lors d'atterrissage d'urgence. Enfin, 8 hommes sont capturés par les Japonais. Ils sont interrogés, torturés et 3 d'entre eux sont exécutés, pour l'exemple. Doolittle sait que les dommages infligés sont minimes. Il est convaincu qu'il sera ramené au pays et traduit en cour martiale pour son échec. Au lieu de cela, il est félicité pour son exploit et l'effet psychologique qu'il produit sur le pays. Il reçoit la Medal of Honor ainsi que le grade de général de brigade. L'opération de Jimmy Doolittle a un autre effet aux conséquences beaucoup plus importantes. Les Japonais se rendent compte que la flotte américaine constitue toujours une menace et doit être détruite. L'amiral Yamamoto sait qu'il doit continuer à mener des actions offensives pour déstabiliser les flottes britanniques et américaines. Pour compléter sa grande offensive vers l'Est, il a décidé de s'emparer de Port Moresby, en Nouvelle-Guinée, comme base d'attaque vers l'Australie. Il veut d'abord débarquer à Tulagi, dans l'archipel des Salomon, afin d'y installer une base arrière pour ses futures opérations. De leur côté, Britanniques et Américains sont déterminés à empêcher les Japonais d'avancer sur Port Moresby. L'amiral de la flotte, Chester Nimitz, est un homme calme et courtois qui ne se ménage pas. Il envoie ses 3 amiraux, Halsey, Spruance et Fletcher, lancer des attaques contre les bases ennemies dans les diverses îles, avec les 3 seuls éléments dont il dispose, les porte-avions Enterprise, Lexington et Yorktown. Les 2 flottes adversaires jouent à cache-cache et ratent à plusieurs reprises l'occasion de frapper des objectifs. Finalement, le 5 mai, des avions de reconnaissance des 2 camps repèrent mutuellement les navires ennemis. Ainsi s'engage ce qui va devenir un affrontement impitoyable entre avions. Car l'événement est historique. C'est la première bataille entre porte-avions au cours de laquelle aucun navire de surface n'aperçoit jamais son ennemi. Le 7 mai, les avions américains repèrent par hasard le porte-avions Shoho. Les Douglas Dauntless et Devastator du Lexington et du Yorktown l'attaquent et le coulent à la bombe et à la torpille. L'appel radio qui est alors reçu sera immédiatement repris par les médias et deviendra le symbole d'une nouvelle phase de la guerre. Le capitaine Dixon s'écrie triomphalement dans son micro « Un porte-avions coulé, Dixon un navire, un porte-avions coulé ». Les Japonais répliquent immédiatement en lançant 27 avions torpilleurs et bombardiers. Ceux-ci se heurtent aux patrouilles de combat de l'amiral Fletcher. Au cours du duel aérien, les Japonais perdent 7 appareils contre 3 pour les Américains.
Les bombardiers nippons manquent leur cible, mais tournoient autour de Yorktown au milieu d'un enfer de DCA et transmettent leur position par radio. « 14 avions japonais sont perdus en mer lors du retour vers leur porte-avions. Le lendemain matin, les deux flottes sont repérées dès 8h15 du matin. Les Américains frappent les premiers. Dès 9h15, ils ont 75 avions en l'air. Les SBD et les Devastator repèrent 2 porte-avions japonais. 9 Devastator larguent des torpilles. Aucune ne fonctionne correctement. Mais les bombardiers en piqué Dauntless passent à travers les défenses et réussissent à toucher 3 fois le Shokaku avant de l'abandonner en flammes. À 11h, les Japonais ont commencé une attaque meurtrière contre le Yorktown. Le bâtiment est mis hors de combat par une bombe de 400 kg qui pénètre 4 niveaux de pont et fait 66 victimes. Deux torpilles pénètrent la coque du Lexington. Le navire se met à agiter et n'est plus manœuvrant. D'autres torpilles et des bombes s'abattent sur lui. Mais brillamment, l'équipage réussit à limiter les dégâts. La gîte est contrôlée en transférant du carburant dans d'autres ballasts et les opérations aériennes peuvent reprendre. Mais alors que le navire fait péniblement route en direction de Pearl Harbor pour effectuer les réparations qui s'imposent, une gigantesque explosion d'essence met fin à tout espoir de sauver le bateau. Le commandant, Frederick Sherman, donne à regret l'ordre d'évacuer le bâtiment. Mais le Lexington ne veut pas couler, et le destroyer USS Phelps doit lui administrer le coup de grâce avec 5 torpilles. Les pertes au cours de cette bataille de la mer de Corail sont à peu près équivalentes dans les deux camps, avec un léger avantage pour les Japonais. Mais sur le plan stratégique, l'avance nippone sur Port Moresby a été stoppée. Yamamoto veut forcer Nimitz à se battre. Il va provoquer la flotte américaine du Pacifique et la détruire. Midway, petite île située à 2100 km au nord-ouest de Pearl Harbor, va servir d'appât pour un piège très sophistiqué. En tout, les Japonais vont déployer 165 navires selon un plan complexe exigeant un timing parfait. Les appareils d'attaque des porte-avions nippons doivent d'abord anéantir les défenses de l'île de Midway avant d'aller vaincre la flotte du Pacifique. Pendant ce temps, les troupes de débarquement doivent s'emparer de l'île et la transformer en base aérienne japonaise. Yamamoto commande alors la plus grosse flotte jamais rassemblée dans le Pacifique. Mais ses forces sont tellement dispersées que certains éléments sont vulnérables. Les Japonais pensent toujours que leurs codes sont sûrs. Ils croient aussi que Nimitz doit être poussé à combattre par la feinte, alors qu'en réalité, ils ne demandent que ça. L'amiral américain et ses officiers ne disposent pas d'informations complètes sur les intentions japonaises, mais ils en savent assez pour prendre immédiatement des mesures de riposte. Et parmi celles-ci, le renforcement des défenses de Midway et l'incroyable retour au combat du porte-avions Yorktown, réparé en un temps record. Avec l'Enterprise et le Hornet, ils vont constituer la force d'attaque aéronavale. À bord des porte-avions, on dénombre 77 Grumman F-4F, 112 Douglas SBD Dauntless et 42 Devastator. En plus des porte-avions, la flotte du Pacifique compte 6 croiseurs, 9 destroyers et 19 sous-marins. Les forces de la flotte nippone sont estimées à 4 cuirassés, 5 porte-avions, 9 croiseurs lourds, 5 croiseurs légers, 24 destroyers et 25 sous-marins. Malgré la supériorité numérique des Japonais, Nimitz compte sur des avantages tactiques et stratégiques déterminants. D'abord, il contrôle Midway, et la place est non seulement insubmersible, mais elle attire irrésistiblement les bombes ennemies qui, pendant ce temps, ne tombent pas sur les unités de la flotte. Midway abrite une puissante force aérienne. 32 hydravions patrouilleurs PBY y sont stationnés.
Le 4 juin, Nimitz a rassemblé 105 chasseurs avec 141 officiers et 2886 hommes. Il positionne ses porte-avions juste hors de portée des vols de reconnaissance ennemis et attend. Au même moment, la force d'intervention 17 des États-Unis file à toute vapeur vers le sud-ouest. Elle arrive à 325 km au nord de Midway, à portée de frappe de la flotte japonaise. À 4h30 du matin, les appareils américains sont prêts au décollage. L'amiral Nagumo ignore que les bâtiments américains se trouvent tout près. Il attaque le premier, envoyant sur Midway 108 avions, 72 Kate et 36 Val. À l'insu des Japonais, un PBY a repéré 2 des porte-avions et transmet leur position par radio à la base de Midway. Les avions décollent aussitôt en masse de la piste de Midway, certains pour échapper aux bombes, d'autres pour défendre l'île. Les bombardiers japonais détruisent quelques constructions et des réservoirs d'essence, mais l'attaque n'est pas déterminante. Une seconde vague est nécessaire. Les B-17 de Midway se joignent à la bataille. Ils larguent leurs bombes depuis 6000 mètres d'altitude, mais les cibles qu'ils affirment avoir touchées ne seront pas homologuées. Un avion de reconnaissance japonais localise enfin la flotte américaine à 7h28, mais il omet de signaler dans son message la présence d'un porte-avions. À 9h25, le lieutenant Wade McCluskey commande une patrouille de Douglas Dauntless, qui pour l'instant est bredouille. Il a atteint la position où devrait se trouver la flotte japonaise, mais la mer est déserte. Il n'a plus beaucoup de carburant, mais décide de garder le même cap pendant 10 minutes de plus. Puis, sans autorisation, il vire à droite, direction nord-ouest. 20 minutes plus tard, il aperçoit le destroyer japonais Arashi, qui file vers le reste de la flotte ennemie. La patrouille n'a presque plus d'essence. McCluskey sait que les avions qui survivront à une attaque sur la flotte nippone devront se poser en mer en catastrophe. Mais il n'hésite pas. Il vire pour suivre le destroyer. Quelques attaques inefficaces de SBD Dauntless et de Vought Vindicator sont lancées à partir de Midway. Bilan, 8 SBD sont abattus par les redoutables zéros. Ni les Dauntless ni les Vindicators ne font mouche sérieusement, mais ils obligent les porte-avions japonais à constamment manœuvrer. Une autre attaque américaine se prépare avec 117 avions, des Dauntless, des Devastator et des Wildcat, décollant des porte-avions Enterprise et Hornet. Une folle mission, pratiquement à la limite du rayon d'action de ces avions. À 9h17, l'amiral Nagumo est sur le point de lancer un raid sur les navires américains. Les ponts des porte-avions japonais sont encombrés d'avions en train de faire le plein et de réarmer. À 9h25, 8 Douglas Devastator, sans même une escorte de chasseurs, foncent sur le Soryu. Ils doivent affronter un mur de feu anti-aérien et les canons des zéros. Seul un avion parvient à s'approcher suffisamment pour lancer sa torpille, mais sans effet. Cinq minutes plus tard, 14 autres dévastateurs attaquent. 10 sont abattus. Les Japonais n'essuient aucun dégât, mais les appareils américains ont forcé les navires ennemis à manœuvrer pour les éviter. Aucun chasseur n'a pu décoller de leur pont. Pendant ce temps, à 10h01, Wade McCluskey aperçoit les porte-avions japonais. Il signale aussitôt la position de la flotte ennemie à l'Enterprise, puis lui et ses coéquipiers plongent pour l'attaque. Sur la passerelle de l'Akagi, l'amiral Nagumo voit soudain son pire cauchemar devenir réalité. Une cascade d'avions américains qui pique de 5000 mètres à 5 secondes d'intervalle.
L'explosion déclenche un incendie d'enfer sur le Kaga. Le bâtiment coule avec 800 hommes bloqués sous les ponts. D'autres Dauntless arrivent, venus du porte-avions Yorktown. Ils visent le porte-avions Soryu et ils placent 3 bombes de 500 kg tout au long du pont. L'amiral Yamaguchi lance une contre-attaque sur le Yorktown. 7 valles ayant décollé du Hiryu pénètrent les défenses du navire américain. Des coups directs portés par 3 valles immobilisent le Yorktown, qui commence à brûler. Une seconde attaque suit. 2 torpilles touchent à nouveau le porte-avions américain. Le gouvernail est bloqué et il gîte fortement. Mais au moment même de cette attaque, une patrouille de l'Enterprise repère le Hiryu. 25 bombardiers en piqué décollent aussitôt. Et en moins de 30 minutes, 16 autres appareils sont en route. Les premières bombes ratent la cible, mais 3, largués par les derniers avions, percent le pont. À 2h55, le 5 juin 1942, l'amiral Yamamoto donne l'ordre à ses navires de se retirer. Il déclare à ses officiers « J'irai moi-même m'excuser devant l'empereur ». Yamamoto savait que la première défaite navale des Japonais en 350 ans venait d'inverser le cours de la guerre. En quelques minutes seulement, une poignée de vieux bombardiers en piqué Douglas ont coulé 4 porte-avions ennemis. Ils ont remporté la bataille de Midway et changé le cours de la guerre dans le Pacifique. Ils ont anéanti l'élite de l'aéronavale japonaise. Et ils déclenchent une vague d'enthousiasme aux États-Unis qui va encourager la poursuite de l'effort de guerre.